That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. There's music and there's laughter. Renault 4Jar. Stop watching. Start living. Nous ouvrons une page plutôt économique avec des capitaines d'industrie, avec des responsables économiques. We have Sanjeev Bhasin from Afrasiab, CEO of Afrasiab. Nous avons Madame Jacqueline Sauzier, qui est la secrétaire générale de la Chambre d'agriculture, et Cédric Despéville, CEO du groupe Food & Light. Nous avons reçu différents sons de cloche disant que ce sont des mesures par rapport à l'agriculture qui sont piecemeal, petites mesures pour plutôt des petits agriculteurs, d'autres qui disent que c'est plus holistique, ça concerne plus un secteur. Où vous placez le curseur? Alors, il faut juste comprendre que dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de petits producteurs, que ce soit dans le secteur non-sucre, et il y a une base de données qui dit qu'il y a environ 8000 petits planteurs. Dans le secteur sucrier, ils sont 15 000, donc effectivement, ils sont nombreux. Donc, c'est un budget qui se veut en faveur du développement agricole. Il faut définitivement, dans les conjonctures difficiles que nous avons aujourd'hui, aider ces petits producteurs. Donc, il y a de très très bonnes mesures. Moi, je suis très contente des mesures générales qui ont été apportées dans le domaine agricole. C'est fait pour relancer l'agriculture dans le pays. Les mesures ne sont pas des mesures qui vont faire les grandes lignes, c'est sûr, mais ce sont des mesures qui vont aider au développement agricole du pays, et je pense que c'est nécessaire dans la conjoncture que nous avons aujourd'hui. Que voyez-vous concrètement comme effet de ces mesures? Si on parlait simplement du secteur non-sucre, l'ambition des autorités a clairement démontré qu'il fallait qu'il y ait une révision de la production du secteur dans le crop sector, par exemple. Donc les mesures directes là, qui sont de biofarming zone, l'augmentation de certaines taxes sur les pesticides et un contrôle sur l'importation des produits chimiques et des produits phytosanitaires de manière générale, la promotion du sheltered farming, ces mesures comme ça, concrètement, vont aujourd'hui booster cette pratique-là. Le fait aussi qu'il y ait une vraie étude sur les terres abandonnées pour pouvoir relancer le secteur agricole, de voir ces terres agricoles qui ont été laissées à l'abandon et de les remettre en culture agricole est aussi quelque chose. Beaucoup de planteurs viennent vers nous en nous disant qu'ils n'ont pas accès à la terre, donc c'est un moyen aussi de leur donner accès à la terre avec des aides financières qui ont été présentées et qui pourront les aider. Donc ça va décélérer selon vous le rythme de l'abandon des terres? Il ne faut pas mélanger les deux issues. Il y a le issue du secteur sucrier et le secteur du secteur non-sucre. Dans ce que je vous ai dit, c'est des bonnes mesures pour le secteur non-sucre et donc de très bonnes mesures pour relancer l'agriculture vivrière. S'il fallait dire un mot sur le secteur sucre, les mesures qui sont présentées sont des mesures d'accompagnement dans une conjoncture économique aujourd'hui qui est très difficile pour le secteur. Avec l'abolition des quotas de betteraviers en septembre 2017, l'avenir du secteur aujourd'hui dans le marché mondial est incertain. Il fallait qu'il y ait des mesures qui soient faites pour l'accompagnement dans cette période où on est en phase de transition. Au niveau mondial, le sucre aujourd'hui, le prix du sucre a été assez bas l'année dernière, est en phase de remonter maintenant, mais cette majorité de petits planteurs ont besoin de cet accompagnement pour pouvoir passer ce cap qui sera difficile. Et en même temps, avec tout ça, il y a des mesures qui sont discutées actuellement pour revoir cette industrie. Cédric Despéville, bien sûr, le groupe Food & Light est très ancré
a ses racines dans l'agro-industrie, mais voit loin, voit dans l'Afrique, etc. Est-ce que ce budget, est-ce que ces mesures-là, est-ce que les aides qu'on a annoncées permettent à votre entreprise de se consolider, de se diversifier, de s'exporter? Écoutez, je crois que c'est un budget rassurant déjà parce que on voit que le ministre a une vraie maîtrise du dossier et qu'il a pris en compte tous les challenges qui sont devant nous. Donc d'un point de vue groupe Food & Allied, d'un point de vue secteur privé, on est assez rassuré de voir la tonalité du budget. Maintenant, au niveau des mesures précises, tout ce qui a été annoncé, parce qu'il y a l'agro-industrie, d'accord, mais il y a aussi le doing business in general, donc tout ce qui a été annoncé au niveau business facilitation, réforme du secteur public, aide aux PME, sont des mesures qui pour nous, en tant que groupe mauricien, qui opère majoritairement à Maurice, à Madagascar et dans la région de l'Afrique de l'Est, sont des mesures positives. Concrètement, cela va permettre à Food & Allied de faire quoi que le groupe ne faisait pas avant? On est toujours en développement, donc au niveau des capital allowance qui vont être un peu étendus pour l'industrie, c'est clair que ça va nous encourager à continuer à investir. On le fait déjà, on investit déjà tous les ans dans le renouvellement de nos machines, dans les nouvelles activités, et les capital allowance vont rendre l'investissement encore plus attractif. Le groupe Food & Allied est un de ces groupes qui a vu loin, en Afrique notamment. On n'a pas nécessairement, on a parlé du corridor, etc. On n'a pas nécessairement beaucoup entendu ce budget sur la tonalité de l'expansion en Afrique, de conquête de nouveaux marchés, oui, mais pour l'exportation, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a manqué dans le budget? Non, personnellement non, puisque je pense que les mesures existantes et l'accès, le push qu'on a sur l'Afrique d'un point de vue secteur privé, d'un point de vue du groupe Food & Allied, reste tout à fait vivant et on continue. The finance minister spoke very much about the fact that we need to diversify our financial sector and put much more types of services in it. How did you feel about his measures, things that he announced during the budget? I think before I answer the question, this budget is quite different than a normal budget in the sense that it is predominantly directional in nature. It lays down fundamentally what the government wishes to do in the whole economic framework. And if you put those changes into the system, then obviously the benefit will accrue to the financial services sector per se. But if there's anything specific which will give financial services sector an immediate boost to any kind of new activity, that certainly is not visible and that's not expected as well, other than the focus on the SME, because that's the largest proportion of the business activity. It will generate employment, there's certain benefits there. Fantastic, that's a great idea. Then in addition to the fact that you want to modernize the whole payment system, the national payment switch, introduction of the digital platforms, again will facilitate payments, so benefit again to the financial services sector. The rationalization of all government departments and stuff of that nature should engineer savings, should cut expenditure, again it benefits. So everything will benefit, but the fact remains, as one would say, the devil lies in the detail and the implementation. Now the execution appears to be hinging on producing benefits over a period of time. If you're going to have some instant uplift, because when he mentioned the fact that the GDP jumps from almost a percentage point we're talking about, that's a significant jump. But where is it going to come from? Probably the new activities in terms of increased public expenditure, the development of the 3 cities, and obviously expenditure on the digitalization, the submarine cable and all this stuff. That can propel. Otherwise, it's not measurable as to how that GDP will be realized within a year. You mentioned the projects, the smart cities you mentioned, but one of it is the Heritage City project. And part of the financing will come from private sector, from banks, from debt. Do you feel that these kind of projects are bankable? Would you, for example, would Afrasia be willing to be one of the parties who are financing part of the loan to finance Heritage City? I think we are too small a bank to undertake a project of this nature in terms of commitment,
But certainly these projects are financeable because banks will disintermediate. And the question is, we will raise finances globally and through bonds, because any city from start to finish, by the time it starts producing a positive revenue, you're looking at, on an average, 10, 12, 14 years. And if you look at even from the time it started till the time it became occupied, and the value of the property started rising and producing revenue, it would have taken about 10, 12 years anyway. So you're looking at a 10, 12-year bond facility, which certainly the bank should be able to raise, and we would be keen to participate if that, and that to me appears to be the only way to do it. And the good thing is that there is liquidity in the market. There are savings which are not earning interest as people would expect. And obviously you price the bond right, it's good. Government of Mauritius risk, why not? It's eminently doable. So one of the classic things that we tend to put on banks is the fact that they don't finance SMEs sufficiently. You heard the Minister of Finance announce quite a series of measures for SMEs in their direction. How does that affect the fact that they would more easily be financed by banking institutions? I think I would like to correct you there. Banks finance projects which are bankable. That's the first thing. Now, the needs for the SME, actually speaking, is not debt, it's equity. So if you have a private equity fund which the government can start and provide the equity and get the debt equity ratio normalized, then all projects will become bankable. And the question is, once there is a shortage of equity and you want to plug in debt to that, you're not helping, because the cash flows are not going to be adequate to service the interest and the debt. So all SMEs struggle in having the right quantum of equity, and that is the challenge. And the economies which get that right will obviously be successful in establishing SME. So you look at any SME, historically speaking, even if you look at the manner of SME behavior in the local economy here, you would see the failure has been because they have been overdosed by debt. And if there is an attempt to plug in the equity, if the government can have a fund which provides the equity, or a percentage of the equity which makes then the equalizes with the debt, you will certainly see a success. The proper financing structure has to come in. So it's all easy to blame the banks. But the question is, banks are also dealing with public money. It's your money. And I have no right to lose that money. So, if you respect that principle, everything will fall in place. Je vous voyais acquiescer, Jacques Nissosier. Crée-t-on suffisamment d'entrepreneurs dans l'agro-industrie avec ce budget? La première mesure qui a été annoncée dans son discours a été quelque chose sur les startups, où il y a eu mention d'une enveloppe de 50 millions qui serait donnée aux startups en partenariat avec d'autres types de financement qui existeraient. Les idées, elles existent à Maurice, et c'est l'accès au financement qui cause énormément de problèmes, et le mentorship de ces entrepreneurs pour pouvoir aller de l'avant. Cette possibilité d'obtenir cette part de financement à travers les startups est quelque chose qui va, je pense, moi, emmener les jeunes à penser à de nouvelles idées, des jeunes à venir s'investir dans de nouveaux projets pour pouvoir aller de l'avant. Il y a énormément d'idées, d'idées qui sont très très bonnes et qui ont été présentées, mais je crois que c'est l'accès au financement et le mentorship qui doit être fait pour que ces idées-là se concrétisent très rapidement sur le marché. Un problème que n'a pas le groupe Food & Ride. Non, mais je pense que effectivement, en particulier dans l'agro-industrie, il est extrêmement important de créer des filières qui intègrent les plus petits en amont de la filière, jusqu'à l'industriel et quelquefois un distributeur en aval. Et par exemple, pour la filière laitière, il y a une mesure où je pense qu'il a annoncé qu'il y aurait un grant de 10 millions de roupies pour encourager les industriels à intégrer dans la filière les producteurs locaux. Donc, et ça, c'est quelque chose de très novateur cette année-ci, ce lien qui existe entre l'agro-industriel et le petit producteur pour créer la filière From Farm to Fork. Ça a été démontré dans l'hôtellerie, dans le secteur de production de vêtements, dans tous les secteurs, ça a été démontré un lien qui existerait entre le moyen et gros producteur et le petit producteur. S'il y a la synergie entre les deux, ça va automatiquement fonctionner.
l'un va hisser l'autre vers le haut et cette aide pour les agroprocesseurs, pour aider les plus petits producteurs au niveau de l'élevage laitier est quelque chose de très positif. Et je pense, pour faire le lien avec ce que M. Bassin disait par rapport au bankability des SMEs, en étant intégré dans une filière avec le support des industriels d'expérience, etc., ça dérisque une certaine partie des projets des petits. Donc ça aussi, c'est... Ce qui les rend bankable. Ouais, voilà, a priori.